Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la Tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo des références sur la série Tales of the Jedi. Cette vidéo sera bien évidemment full spoiler et est donc prévue pour ceux qui ont déjà vu les 6 épisodes. Le premier épisode Life and Death se déroule entre 36 et 35 avant Yavin, puisqu'il va de la naissance d'Ahsoka Tano à son premier anniversaire. Par rapport aux autres œuvres, cela se place 3 ans avant La Menace Fantôme et 4 ans après le roman Maître et Apprenti. La mère d'Ahsoka, Pafti, est doublée par Janina Gavankar, qui est également la voix et le visage d'Aiden Versio dans le jeu vidéo Battlefront 2. Dans le village des Togruta est présent un droïde fondeur de série 8D qui est apparu la première fois dans Le Retour du Jedi. Nak Il, le père d'Ahsoka, surnomme sa fille Petite Soka, qui sera également le surnom que donnera plus tard Plo Koon à Ahsoka après l'avoir récupérée auprès de sa famille. On peut imaginer que le Keldor a entendu son père l'appeler de la sorte à ce moment. Le fusil blaster de Pafti ressemble beaucoup au fusil Sickler des Pierres Tusken ou au fusil de chasse 6 de Hawk 2 de Sue Locane dans The Clone Wars et The Bad Batch. Cependant, il est légèrement différent et n'est pas concrètement identifié. Les chiens que nourrit Gantika ne sont pas non plus identifiés mais reprennent le design des Lotcha de Rebels, mais en version chien au lieu des chats. La créature que chasse Pafti est un Kaibuck. Les Kaibuck ont déjà été mentionnés dans le guide visuel de l'ascension de Skywalker par Pablo Hidalgo, mais c'est une espèce originaire de l'univers légende. Les Kaibuck viennent de base de Kashyyyk et les Jedi s'en sont servis de monture à plusieurs reprises, comme Yoda durant la bataille de Coruscant dans la série animée Clone Wars. On peut remarquer que la taille des lécous et des montrales des Togruta de cet épisode ont été raccourcis de manière assez conséquente par rapport à The Clone Wars et Rebels, probablement pour coller avec la version plus courte de The Mandalorian et le lit de Boba Fett lorsqu'Ahsoka est apparu par rapport aux versions live des Togruta comme Shakti. L'épisode de Justice se déroule entre moins 68, ce qui correspond au moment où Qui-Gon Jinn est devenu le padawan de Dooku, et moins 42 qui représente le retour de Dooku sur Serenno dans l'autodrama Dooku Jedi Lost. Le vaisseau qu'utilisent les Jedi est une navette T6. Cette navette a été utilisée par les Jedi à de nombreuses reprises durant la guerre des clones, et Ahsoka s'en sert toujours dans l'épilogue de Rebels qui se déroule après la bataille d'Endor, et nous savons qu'elle la pilotera toujours dans la série Ahsoka qui sortira l'année prochaine. On en retrouve même une dans l'ascension de Skywalker pendant la bataille d'Exegol. Cependant, ce modèle de Tales of the Jedi semble légèrement différent et il doit être un modèle plus ancien que celui dont on a l'habitude. Dans cet épisode, Qui-Gon Jinn est bien plus jeune et est doublé par Michael Richardson, le fils de Liam Neeson qui joue le personnage dans La Menace Fantôme et Obi-Wan Kenobi. Le village que visitent les Jedi possède plusieurs types de droïdes, avec des droïdes agricoles qui proviennent de The Mandalorian sur Sorgan, et un droïde astromécano de série R5 qui porte une remorque de la même manière que dans The Mandalorian encore une fois sur Nevarro. Comme dans l'épisode précédent, on retrouve un droïde fondeur de série 8D qui sert ici de barman. Le sénateur vient accompagné de soldats mais aussi d'un droïde de protocole RA7 créé pour un nouvel espoir. Dans le bar du village, on retrouve des têtes de droïdes de série IG. En réalité, ces objets étaient présents dans la cantina de Mos Eisley dans Un Nouvel Espoir et ont été réutilisés dans l'Empire Contre-Attaque pour devenir la tête du chasseur du prime IG-88 et donc des droïdes IG de manière générale. Depuis, les cantinas de Star Wars reprennent régulièrement ce détail également dans Tales of the Jedi. Parmi les villageois, on retrouve différentes espèces bien connues avec un Twi'lek, un Rhodien, un Aqualish, un Arcona et une Pantorane. L'épisode 3, nommé Choices, se déroule sur la même période que le précédent, soit entre moins 68 et moins 42 puisqu'il se place toujours avant le retour de Dooku sur Serenno. La Jedi qui est décédée est la maître Katri, un nouveau personnage qui est une Merialan. Sur la tablette de Dooku est présent de l'Orbesh avec écrit son nom. L'enquête des Jedi commence à Raxulon, la capitale de Raxus Secondus. Plus tard, cette planète deviendra la capitale de la Confédération des systèmes indépendants, dirigée par Dooku. Après la guerre des clones, la Force Clone 99 retourne sur cette planète pour sauver le sénateur Avi Singh, qui était donc un séparatiste. On peut d'ailleurs remarquer que la ville de Raxulon a beaucoup grandi entre la guerre des clones et cet épisode. On peut supposer qu'être la capitale de la CSI a permis à Raxulon de s'enrichir. Au Temple Jedi, nous assistons à une cérémonie d'enterrement qui se présente de la même manière que dans The Clone Wars après l'attentat contre le Temple. Parmi les Jedi présents, on reconnaît Plo Koon, Mace Windu, Yoda, Joe Castanou, Ki-Adi-Mundi, Saï Tin, Terraci Nube et Depa Billaba. The Sith Lord est le 4e épisode et se déroule en moins 32, soit pendant la menace fantôme.
On retrouve plusieurs mentions des événements du film avec l'affrontement de Qui-Gon Jinn contre Dark Maul sur Tatooine, ou plus tard la mort de Qui-Gon et sa crémation sur Naboo. À ce moment, cela fait des années que Dooku a quitté l'ordre Jedi, mais comme indiqué dans Dooku Jedi Lost, le comte de Sereno a pu conserver son sabre laser, et il peut toujours venir au temple Jedi en tant qu'ami. Obi-Wan Kenobi précise même dans le roman Padawan que les Jedi continuent de l'appeler maître, même après qu'il ait quitté l'ordre. Dooku revient donc ici au temple et utilise l'identité de Sifo Dyas pour supprimer des archives la localisation de Kamino. Tous ces éléments sont le sujet de l'enquête d'Obi-Wan dans l'attaque des clones, puisque Dooku a alors commandé sur Kamino une armée de clones en se présentant sous son nom de site Dark Tyrannus et a tué le maître Sifo Dyas pour obtenir les codes d'accès à la base de données du temple Jedi. Cet épisode voit le retour d'un Qui-Gon Jinn plus âgé et c'est Liam Neeson qui est revenu pour le doubler. A ses côtés, on retrouve Yaddle qui est de la même espèce que Yoda et Grogu. Elle est doublée par Bryce Dallas Howard qui est la fille de Ron Howard, le réalisateur de Solo, et a elle-même réalisé 2 épisodes de The Mandalorian et un épisode du livre de Boba Fett. On remarque que contrairement à Yoda, Yaddle parle normalement sans inverser les mots. C'est un détail important puisque Yaddle était déjà apparu dans le roman Hors de l'ombre de la Haute République et parlait bien dans ce sens. En revanche, dans l'univers légende, Yaddle parle de la même manière que Yoda. Au temple, Dooku se recueille auprès du grand arbre de Coruscant après avoir appris la mort de son ancien padawan sur Naboo. Cet arbre est un Uneti, une espèce végétale sensible à la force qui provient d'Acto où a été fondé le premier temple Jedi. Luke Skywalker y a installé une bibliothèque à l'intérieur d'un de ces arbres lors de son exil après la chute de l'Empire. Après la fin de la guerre des clones, le temple Jedi est devenu le palais impérial de Palpatine et l'arbre a été déplacé. Luke Skywalker retrouva cependant après la bataille d'Endor 2 fragments de cet arbre et en donna un à Sharabé, la mère de Poe Dameron, qui le planta sur Yavin 4. Pour l'anecdote, le bâton du gardien des Whills, Chirrut Imwe, provient d'un arbre Uneti. Dooku part du temple Jedi du même endroit et avec le même modèle de vaisseau qu'Anakin dans la Revanche des Sith. Ce modèle n'est pas nommé dans le canon, mais dans les légendes, il s'agit du speeder DC-0052. Ces 2 scènes marquent un parallèle intéressant puisqu'autant Dooku qu'Anakin, chacun part rejoindre Palpatine et le sauver de l'attaque d'un Jedi qui finit mort avec Yaddle d'un côté et Mace Windu de l'autre. Dooku se rend alors au district industriel de Coruscant. Il s'y rendra plus tard au début de la guerre des clones pour rencontrer une nouvelle fois Dark Sidious. Le bâtiment dans lequel les seigneurs Sith se retrouvent deviendra après la guerre des clones le quartier général de l'Inquisitorius, comme on le voit dans la série de comics Dark Vador, le Seigneur Noir des Sith. Le vaisseau avec lequel est venu Sidious est une navette exécutive H2 qui est la navette personnelle de Palpatine, déjà utilisée par ce dernier au moment de l'attaque de la bête de Zillo sur Coruscant pendant la guerre des clones. L'épisode 5 Practice Makes Perfect est assez compliqué à placer précisément dans la chronologie. Anakin Skywalker a déjà recueilli Ahsoka Tano comme Padawan, donc les événements se déroulent après le film The Clone Wars, et Ahsoka porte une tenue qui semble être un mélange de sa première et de sa deuxième tenue de la série The Clone Wars. Ce changement est fait au milieu de la saison 3, mais un premier élément pose problème. Il s'agit de la coupe de cheveux d'Obi-Wan Kenobi. En effet, dans cet épisode, il porte une coupe longue similaire à celle de l'attaque des clones. En revanche, cet épisode de Tales of the Jedi se déroule forcément après le film The Clone Wars, et durant toute la série et le film, Obi-Wan garde sa coupe courte de la Revanche des Sith, et dans le roman Comme des frères, il est précisé qu'Obi-Wan a coupé ses cheveux après avoir reçu son armure de commandant Jedi. De plus, le premier entraînement de l'épisode est supervisé par Tera Sinnobe, qu'Ahsoka a rencontré pour la première fois dans l'épisode Le Sabre Laser Perdu, mais parmi les clones avec qui s'entraîne Ahsoka est présent Jesse, qui est apparu pour la première fois dans l'épisode Le Déserteur, qui se déroule avant Le Sabre Laser Perdu. Or, dans cet épisode, Jesse a déjà une armure peinte, alors qu'il ne l'est pas dans Practice Makes Perfect. Parmi le public qui observe l'entraînement dans le temple, il y a Caleb Dume et Depa Billaba. Caleb n'est autre que Kanan Jarrus de Rebels, mais on l'avait déjà vu en Padawan dans The Bad Batch. Son apparition dans cette série marquait d'ailleurs une incohérence avec le comic Kanan le dernier Padawan, mais son apparition ici pose une nouvelle incohérence avec sa suite, le comic Kanan Premier Sang. En effet, Caleb porte une tresse de Padawan alors que le comic précise qu'il est devenu le Padawan de Depa Billaba qu'en -19, soit vers la fin de la guerre des clones, ce qui va en contradiction avec les éléments évoqués précédemment. Dans le temple Jedi, Anakin croise Sai Sintin, mais aussi le Jedi Zabrak Ithkos. Ahsoka s'entraîne avec des sphères d'entraînement que l'on voyait déjà dans Un Nouvel Espoir, mais ici ce sont des modèles légèrement différents censés reproduire les droïdes de combat selon Obi-Wan.
En sortant de l'entraînement, Anakin et Ahsoka se retrouvent une nouvelle fois à côté de Sai-Sintin, mais aussi d'un Jedi Kajaitsa Nikto. Ce Jedi aurait pu être Imagundi, de plus qui porte le même sabre laser. Cependant, les couleurs du sabre sont inversées, il ne porte pas le même logo sur l'avant-bras et sa tenue est d'une couleur différente. Anakin emmène ensuite Ahsoka au centre de la République pour les opérations militaires pour un nouvel entraînement. C'est le même endroit où Ahsoka sera enfermée après avoir été suspectée de l'attentat contre le Temple Jedi à la fin de la guerre des clones, et c'est également le lieu de son jugement. Le lieu précis où Ahsoka doit s'entraîner est un immense hangar qui reprend le design du centre scientifique et technologique de la République où a été enfermée la bête de Zillo sur Coruscant. Ahsoka s'y rend à bord d'une canonnière TIOBA pour transport d'infanterie offensif basse altitude. Elle est pilotée par 2 clones qui portent la deuxième variante d'armure de clone pilote. La première armure de pilote ressemble beaucoup aux armures phase 1 et est présente lors de la bataille de Geonosis dans l'attaque des clones et lors de la bataille de Teth dans le film The Clone Wars. Après cela, c'est cette nouvelle armure qui n'a que le casque de différent qui est utilisée durant toute la guerre des clones jusqu'à la toute fin où l'armure est passée à une combinaison accompagnée d'un casque ouvert comme dans la Revanche des Sith. On apprend ensuite qu'Ahsoka a continué à s'entraîner avec les clones et on nous présente une Ahsoka avec sa deuxième tenue de Padawan, Anakin sans armure et des clones phase 2. On se situe donc ici entre les saisons 3 et 5 de The Clone Wars. Durant cet entraînement, Ahsoka exécute exactement le même enchaînement de mouvements que lors de l'Ordre 66 à la fin de la guerre des clones. Justement, la dernière partie se déroule pendant l'épisode final de la série, mais pose un nouveau problème. Les clones qui se battent aux côtés de Jesse sont ici bien plus nombreux que ceux que nous avions vus dans le final de The Clone Wars. Enfin, attaquons le dernier épisode. Il se nomme Resolve et c'est l'épisode qui pose le plus de problèmes dans la continuité de l'univers canon. Resolve suit le même schéma général que le roman Ahsoka. Ahsoka Tano se cache dans une communauté agricole isolée après la montée de l'Empire sous le pseudonyme de Ashla. Elle se lie d'amitié avec une femme humaine de son âge qui découvre son secret. La communauté est menacée par un inquisiteur après que le secret de Tano a été révélé, mais elle bat rapidement son ennemi avec sa propre arme, bien qu'elle ne soit pas armée. Elle organise l'évacuation des survivants de la communauté et accepte de rejoindre le mouvement rebelle de Bail Organa. Cependant, le roman contient de nombreux personnages et événements qui ne sont pas présents dans l'épisode. Le village agricole montré dans Resolve est également sensiblement différent de Rahada, qui dans le roman est une lune avec une seule colonie, car dans l'épisode, Tano et la sœur ne sont pas présentes lors de l'attaque de l'Inquisiteur, puisqu'elles livrent la récolte pour être vendues ailleurs sur le monde où elles se trouvent. Le moment du premier contact de Tano avec Bail Organa après l'Ordre 66 est également inconciliable avec le roman. Dans le livre, Tano et Organa prennent contact plus d'1 an après la formation de l'Empire, lors d'une réunion où R2D2 joue un rôle majeur. Tano est surprise d'apprendre qu'Organa est toujours en vie alors qu'elle est connue pour être une sympathisante des Jedi, et Organa est également surpris d'apprendre qu'elle est la personne qui l'a envoyé chercher pour tenter de la recruter. Dans l'épisode cependant, le premier contact entre Tano et Organa a lieu en -19, peu après la formation de l'Empire. L'inquisiteur du roman est identifié comme le 6e frère, également présent dans les comics Dark Vador, le Seigneur Noir des Sith, mais l'inquisiteur de l'épisode n'a pas encore été identifié. L'épisode s'ouvre sur l'enterrement de Padmé Amidala sur Naboo en reprenant plusieurs plans similaires à la Revanche des Sith. À l'enterrement, on retrouve Bail Organa, le père adoptif de Leia Organa, que l'on a rencontré récemment dans la série Obi-Wan Kenobi, qui est aux côtés de Mon Mothma, la future leader de l'Alliance Rebelle, que l'on retrouve dans la série actuelle Andor. L'Empire est déjà présent sur Naboo avec notamment des clones qui patrouillent. Ils portent des armures de garde de Coruscant, aussi appelées Shock Troopers. Ahsoka s'est rendue sur Naboo avec Rex à bord du même Y-Wing BTLB qui leur a permis de survivre au crash du destroyer stellaire de classe Venator Tribunal à la fin de la guerre des clones. Comme dans l'épisode 2 avec Dooku, le village où s'est réfugiée Ahsoka possède des droïdes agricoles et des droïdes astromécanos de série R5 qui portent des remorques comme dans The Mandalorian. On remarque aussi un droïde Treadwell WED-15 qui provient de l'attaque des clones. Les espèces présentes sont également similaires à cet épisode avec des Rodiens, des Twi'lek et des Arcona. Auprès des villageois, Ahsoka se fait appeler Ashla. C'est un nom qui a de nombreuses significations. Le Bendu d'Henry Bells décrit Ashla comme le côté lumineux de la Force et Bogan comme le côté obscur. Cela fait référence à un élément de l'univers légende où Ashla et Bogan étaient les lunes de la planète Titon. Titon était un des lieux principaux de l'ordre Jedi, qui deviendra plus tard l'ordre Jedi, et Ashla représentait une nouvelle fois le côté lumineux et Bogan le côté obscur.
Dans le canon, Tython a été vu dans The Mandalorian où Grogu lance un appel à Luke Skywalker, et Ashla a été visité par le Jedi Elzarman dans le roman de la Haute République, L'Orage Gronde. Ashla est également le nom donné à la Force par les Lassats. Shava dans Rebels porte d'ailleurs un bâton qui s'appelle le bâton Ashla. Enfin, Ashla est le nom de la Togruta qui suit un cours de Yoda dans l'Attaque des clones. Ahsoka devait d'ailleurs être ce personnage, mais au final, seul son nom est inspiré de cette jeune élève. L'inquisiteur qui attaque le village est doublé par Clancy Brown, qui a précédemment doublé Savage Opress dans The Clone Wars, Ryder Azadi dans Rebels et joué Burg dans The Mandalorian. Contre cet inquisiteur, Ahsoka utilise la même technique qu'elle emploiera plus tard dans Rebels contre la 7ème sœur en éteignant le sabre laser de son ennemi. Ahsoka appelle ensuite Bail qui vient à bord du Tantive 4, ce qui marque une nouvelle différence avec le roman Ahsoka. En effet, le Tantive 4 est le vaisseau de Leia au début d'Un Nouvel Espoir, alors que dans le roman, Bail vient avec le Tantive 3, le vaisseau qu'il utilise pour sauver Obi-Wan et Yoda à la fin de la Revanche des Sith. En complément de cette vidéo, je vous invite à regarder la critique de Tribune et Max Rebo disponible sur cette chaîne YouTube, ou la rediffusion de notre live sur Twitch, disponible sur la chaîne secondaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager, à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les vidéos de la Tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter. Et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission Là-bas dans les étoiles. A bientôt et que la force soit avec vous.